Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Nous sommes en janvier 1765. La neige recouvre les montagnes du Gévaudan, les chemins sont muets, les forêts figées. Mais les attaques, elles, ne cessent pas. Le sang continue de tacher la neige, et même l'hiver n'a pas calmé la bête. Depuis des mois, les autorités locales ont tout tenté. Battues improvisées, primes, usage du poison, un détachement de dragons a été envoyé et commandé par le capitaine Duhamel. La presse, elle, s'est déjà emparée du sujet, et maintenant toute la France parle de la région. Je suis Camille de Breuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de la bête du Gévaudan. L'affaire est désormais nationale. Depuis novembre 1764, les journaux se succèdent. La Gazette de France, l'Année littéraire, le Courrier d'Avignon. Tout le monde veut son article sur la bête. Les lecteurs se passionnent pour les récits de mort, les dessins effrayants et un poil loufoque, et les théories les plus folles, comme je vous l'ai expliqué précédemment. À Versailles, le roi Louis XV est finalement mis au courant. Déjà parce que l'histoire commence à créer une véritable psychose dans le Gévaudan, et puis parce qu'il faut bien tenter d'y mettre un terme. On ne sait pas précisément quand il en entend parler pour la première fois, mais dès la fin de l'année 1764, son entourage l'alerte. Ce n'est plus un fait divers, c'est une crise symbolique même, pour une monarchie déjà très contestée. Le roi, affaibli par la défaite humiliante de la guerre de 7 ans, critiqué pour son éloignement du peuple et moqué à travers toute l'Europe pour ses maîtresses et ses dépenses, voit son autorité remise en cause jusque dans les provinces. Donc on imagine bien qu'il ne peut pas se permettre de laisser une bête monstrueuse défier impunément l'ordre royal. Le fait qu'une simple bestiole terrorise tout un territoire du royaume passe pour un vrai signe de faiblesse. Alors, Louis XV réagit, en envoyant Duhamel et ses hommes déjà, et comme ça ne donne rien et que l'hiver est là, pour une fois, il ne tergiverse pas trop. Il fait appel aux meilleurs chasseurs de France à cette époque-là, les frères d'Enval. Après Duhamel, ce sont les seconds protagonistes importants dans cette traque. Jean-Charles et Jean-François d'Enval sont deux frères normands. Apparemment, leurs parents avaient une affection particulière pour les noms composés et ils sont connus dans tout le royaume pour leur savoir-faire. Tuer, c'est leur savoir-faire, et ils le font savoir. On les surnomme les louvetiers du roi de France. À l'origine, le terme de louvetier désigne un officier royal chargé de la chasse aux loups, une fonction créée dès le XVe siècle pour réguler une population jugée déjà nuisible. Les frères d'Enval, sans occuper officiellement cette charge, incarnent cette figure à la perfection. Ils sont envoyés par le pouvoir central, agissent au nom du roi et leur expérience dans la traque de prédateurs en fait des experts quasi institutionnels. Leur nom de louvetier est autant un hommage à leur efficacité qu'une manière de légitimer leur action aux yeux de la population locale. Ils ont, à eux deux, tué plus de 1200 loups dans toutes les provinces de France. Ils sont connus pour être méthodiques, efficaces, un peu rudes certes, mais réputés infaillibles. Ils ne peuvent pas louper le boulot. Pour eux, c'est la routine. Ils arrivent en Gévaudan en février 1765 avec leurs chiens limiers, 6 au total, des arquebuses et une sacrée réputation qui les précède. Ils sont également accompagnés de nombreux tireurs triés sur le volet, sélectionnés pour leur adresse et leur précision. Ça ne rigole plus du tout. On les accueille comme des sauveurs, et il faut dire que les dragons du capitaine Duhamel, envoyés quelques mois plus tôt, n'ont pas réussi à enrayer les attaques. Leur présence n'a pas dissuadé la bête, et leur coordination avec les autorités locales s'est révélée compliquée.
Mais vous allez vite voir que dans la région, c'est souvent que c'est compliqué avec les locaux. Alors, quand les frères Denval arrivent, la population veut encore croire qu'une solution est possible. Le peuple croit à la fin prochaine des tueries. L'armée, c'était déjà pas mal, même si elle s'est un peu ridiculisée, il faut l'admettre. Mais là, enfin des pros qui savent ce qu'ils font. Mais très rapidement, la mécanique se grippe. Les Denval, en bons professionnels, qui ont en plus la pression, veulent contrôler toute la traque. Mais sur place, le capitaine du Hamel, qui a finalement lui aussi été envoyé par le roi avec son détachement de dragons, refuse de leur laisser les commandes. Et là, ça commence une bagarre de gros bras pour savoir qui a le plus gros ego et qui va pouvoir se faire finalement à la fin encensé par le roi. Entre chasseurs de loups et officiers de cavalerie, la cohabitation est tendue, minée par les égos surdimensionnés de ces héros de pacotille et les ordres contradictoires qui leur arrivent d'en haut de ceux qui n'ont jamais mis un pied dans le Gévaudan. Ce qui est vrai, c'est que le terrain ne les aide pas. Le Gévaudan est une région où les conditions climatiques en hiver sont très dures et c'est un euphémisme. Neige en abondance, gel, brouillard. Les paysans sont méfiants, parfois hostiles. Ils en ont assez d'être mobilisés sans relâche pour des battues qui ne donnent rien, de voir leurs rares ressources monopolisées par les autorités et leurs peurs traitées parfois avec condescendance. Même si en hiver les champs ne sont pas cultivés, les paysans redoutent les dégâts sur les clôtures. Ils voient les provisions qui s'amenuisent et surtout l'épuisement que ces traques imposent à ces familles déjà à bout de force. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi on ne les écoute pas davantage, eux qui vivent ici depuis toujours. Ces gars venus de Versailles n'ont jamais mis une patte dans leur montagne, et voilà qu'ils croient tout savoir en jouant les petits chefs. Alors, ça grogne. Cette méfiance se transforme parfois en résistance passive, voire carrément un refus d'obtempérer. Les Denval venus du Nord comprennent mal les accents à couper au couteau, les habitudes locales et le caractère grincheux des gars du coin. Ils voudraient gérer ces hommes comme ils gèrent les leurs, avec de la discipline, des rapports précis et des pistes suivies. Mais ici, dans le Gévaudan, en 1764, on vit encore au rythme des légendes et des arrangements où on se tape dans la main. Dans ces montagnes, les récits d'apparitions et de revenants, de bêtes extraordinaires, circulent de génération en génération, toujours à l'oral et bien plus rapidement que n'importe quel rapport administratif. Les sermons de curés qui parlent de châtiments divins, les processions pour éloigner le mal, tout contribue à entretenir une vision surnaturelle de la menace. Les paysans n'en ont rien à faire des comptes rendus écrits ou des notes transmises aux intendants quand c'est possible. Bien que la grande majorité des paysans du Gévaudan à cette époque étaient illettrés et n'écrivaient pas eux-mêmes. Ce sont les curés, les notaires ou bien les soldats parfois qui rédigeaient ces rapports, souvent de manière sommaire pour informer l'administration. Tout ça, les paysans qui se tapent les battus n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent, ce sont des réponses à l'angoisse profonde, aux peurs de leurs femmes et de leurs enfants qui ne veulent plus partir s'occuper des troupeaux. La méthode Denval est rigoureuse, rationnelle, cartésienne, passe à côté de cette réalité-là. Elle ne prend pas parce qu'elle ne parle pas la même langue que ceux qu'elle prétend protéger. Et puis, c'est bien beau cette guérilla interne, mais la bête, elle continue ses affaires. Les attaques reprennent, parfois à quelques heures d'intervalle du passage des chasseurs. Comme si elle les attendait, comme si elle les narguait, comme si elle connaissait leur stratégie. Alors attendez, je dis pas non plus qu'il ne se passe rien et qu'on n'attrape rien. Je vous rappelle que ce sont quand même les plus grands louvetiers de France. Plusieurs loups sont abattus, mais les attaques les plus sanglantes continuent. Donc il faut se rendre à l'évidence, ce ne sont pas ces loups-là qui étaient à l'origine des attaques. Eux sont morts pour rien. Ça alimente encore plus l'idée que la bête est peut-être bien surnaturelle après tout, divine, ou qu'elle est l'œuvre d'un homme, peut-être un sorcier, ou peut-être un métamorphe. Obstinés, les Denval continuent sur leur plan de départ. On réquisitionne les paysans, on fait des rapports aux autorités de l'échelon supérieur et on fait prier tout ce beau monde dans les églises le dimanche pour que tout s'arrête.
Les deux louvetiers s'opposent de plus en plus ouvertement aux autorités locales. Et pour ne rien arranger, comme Duhamel avec ses hommes, les échecs s'accumulent. En avril 1765, par exemple, ils mènent une série de battues autour de Paulac. 2 jours à peine après leur passage, une nouvelle attaque mortelle survient dans une clairière voisine. Même chose fin mai, près de Saugues, une battue mobilise des dizaines d'hommes, mais un garçon est tué 2 jours plus tard, à quelques kilomètres seulement. Ces attaques, documentées par les rapports militaires et les récits transmis à l'intendant, font naître une idée glaçante. La bête anticipe, elle contourne les hommes et revient là où on ne l'attend plus. Pour les paysans, ce n'est plus un loup du tout, c'est un esprit malin ou un démon. Pour les notables, c'est simplement une humiliation de plus. Et pour Versailles, une preuve qu'il faut changer de méthode, malgré tous les espoirs et l'argent qu'on avait placé dans les 2 frères louvetiers. Après l'hiver, les battues qu'ils organisent mobilisent encore sans relâche les cultivateurs qui ne peuvent plus travailler la terre. Eh non, pas le temps, il faut traquer la bête. Parfois même, les champs sont piétinés par les traques et c'est le travail de plusieurs mois qui ne pousse plus. L'arrogance des Denval et leur mépris des paysans finissent par braquer l'opinion publique locale. Sauf que, sans ces gens de leur côté, plus rien ne bouge. La colère gronde, les notables réclament leur départ et on finit par écrire de jolies missives à la cour de Versailles. Au printemps 1765, après plusieurs mois d'insuccès, le roi perd patience. Son plan pour regagner en popularité, en s'occupant rapidement de cette histoire de la bête, tombe clairement à plat. C'est de pire en pire. Ici et là, dans les provinces, on chuchote déjà qu'il est complètement inefficace et impuissant. Alors, il décide de changer de tactique. Il remercie gracieusement les Denval et envoie un nouveau gars sur place. C'est le 3e protagoniste, chargé officiellement de la traque. Un homme de confiance, François-Antoine de Beauterne. Vous avez l'image, c'est encore pas le paysan du coin. Il est porte-arquebuse du roi, c'est-à-dire responsable de ses armes personnelles. C'est donc un proche de la cour, plus politique que chasseur, si vous voulez mon avis. Mais c'est justement pour ça qu'on l'envoie. François-Antoine de Beauterne, né en 1708, est un ancien officier de l'administration royale, donc hyper rigoureux, méthodique et surtout très, très loyal à Louis XV. Il a servi la cour avec fidélité pendant plus de 30 ans et jouit de la pleine confiance de son souverain. Sa fonction de porte-arquebuse du roi en fait à la fois un homme du protocole et un fin connaisseur de l'art de la chasse aristocratique. Mais il est surtout rompu aux enjeux d'image, de prestige et de contrôle de la parole royale. C'est un peu le porte-parole de l'époque. En l'envoyant dans le Gévaudan, Louis XV ne cherche plus un traqueur. Il cherche un homme capable de réécrire la fin de cette histoire qui commence sacrément à lui faire de l'ombre. Il veut ramener de l'ordre et surtout sauver le peu de réputation qui lui reste. François-Antoine de Beauterne est donc là pour reprendre le contrôle du récit et restaurer l'image du roi. De Beauterne arrive en juin 1765 avec une logistique impressionnante. Une équipe de 14 tireurs, triés sur le volet, des chiens limiers entraînés, un arsenal d'armes de qualité supérieure pour l'époque, il y a des fusils à silex à canon long, plus précis que les mousquets ordinaires, des arquebuses modifiées, parfois à 2 coups, réservées aux gardes royaux, de la poudre fine et calibrée plus stable, et des lames pour le combat rapproché. C'est un équipement que très peu de chasseurs civils peuvent se procurer, et encore moins dans les provinces. Ce matériel, issu directement des stocks de la maison du roi, témoigne d'un objectif clair, en finir avec la bête et impressionner tout ce beau monde par la même occasion. Il amène dans ses bagages plusieurs scribes pour consigner les moindres détails de la traque, et même un peintre chargé de croquer les scènes importantes, dans le but de les faire parvenir à la cour ensuite. Il est très, très bien préparé. Et dans cette mission, il est accompagné de son fils, Antoine de Beauterne, lui-même tireur d'élite.
Il n'est pas seulement là pour faire bonne figure, c'est un excellent tireur, formé dans les cercles militaires les plus rigoureux de l'époque et réputé pour son sang-froid. Il prend une part active aux battues, et son rôle, bien que discret dans les textes officiels, est capital dans l'efficacité de l'équipe menée par son père. De Botern commence par établir son quartier général à Saint-Flour, puis le déplace à Saugues, un point stratégique au cœur des zones d'attaque. Très vite, il se démarque de ses prédécesseurs, Duhamel et les Denval. Contrairement à ces derniers, il prend soin d'impliquer de suite les notables locaux. Il écoute les plaintes des paysans et il évite de perturber les récoltes et limite les réquisitions. Le gars a tout compris. Il admet simplement qu'il ne peut pas imposer sa méthode sans leur soutien. Dans un premier temps, il interdit les pratiques les plus controversées, comme l'empoisonnement des cadavres humains utilisés comme appât, là où les Denval et Duhamel ne s'en privaient pas, et il propose des nouvelles stratégies. D'abord, la création de fosses à loups, des pièges creusés dans le sol, souvent dissimulés par des branchages destinés à faire tomber les loups ou autres prédateurs dans une fosse profonde dont ils ne peuvent pas ressortir. Simple mais efficace. Puis, de Botern supervise la construction de relais d'observation dans les hameaux et cartographie toutes les attaques ayant déjà eu lieu avec une précision inédite. Il ne veut rien laisser au hasard, surtout si, comme on le dit, cette bête est capable d'intelligence et d'anticiper les coups d'hommes organisés et préparés. Il veut montrer que la cour n'a pas oublié cette province reculée au fond de ses montagnes. Il veut aussi prouver que l'on peut agir avec méthode et efficacité, sans écraser les populations locales, mais au contraire avec leur soutien. Dans le climat de tension généralisée, son attitude étonne et rassure petit à petit. Pour les habitants du Gévaudan, de Botern apparaît comme un homme du roi, certes, mais un homme qui ne les méprise pas. Et ça, c'est nouveau. Alors maintenant qu'il est en place, qu'il a les hommes, les armes, les cartes, et qu'il a gagné la confiance d'un peuple qui n'attend que ça, on s'apprête à entrer dans la phase la plus violente de toute cette histoire. Des victimes encore, des attaques toujours, et un climat de terreur absolue qui va s'installer dans les campagnes. Certains en réchapperont, et ce qu'ils raconteront, vous allez l'entendre, fera frissonner même les plus sceptiques. C'est la fin de ce 4e épisode de la saga de l'été. On se retrouve donc dans quelques jours pour la suite. Si vous aimez cette saga et ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Merci à ceux qui feront partie de l'aventure, et comme toujours, je vous invite à partager le podcast à votre famille, vos amis, et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute si ce n'est pas encore fait. À très vite!